Sommes-nous prêts à faire face à la menace russe? On se pose la question alors que bien sûr la tension internationale est de plus en plus forte. Et on va d'abord écouter Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, à propos du réarmement massif des Russes. Il s'agit de préparer la Fédération de Russie à la guerre avec l'OTAN en 2030. C'est à cela que ce document s'adresse dans la grille budgétaire. La partie principale du budget doit être axée là-dessus jusqu'à 2030. Ensuite, tout va se dégrader. La course aux armements est un dérivé. Tous les enjeux sont stratégiques et ce sont des mécanismes à résoudre. La question est donc la suivante. Il ne s'agit pas de fabriquer plus de chars ou de meilleurs missiles. La question est d'être prêt pour 2030 avant cette guerre. Une menace à horizon 2030, dit Boudanov. Le Premier ministre polonais, lui, parle de 2027. On l'écoute. Le général Aleksus Grinkiewicz a confirmé les évaluations américaines. Il a récemment affirmé que la Russie sera prête à entamer une guerre avec l'Europe, et donc nous, en 2027. La Pologne doit être prête. La Pologne doit être préparée et l'armée polonaise doit être équipée. La situation en Pologne doit être stable pour que l'on soit prêt à tous les scénarios possibles. Ronald, 2027-2030, c'est demain. La pression monte sur les puissances européennes? Oui, mais on aurait dû se préparer depuis bien plus longtemps. On a un train de retard? Je suis français, mais aussi canadien. Au Canada, oui. C'est aussi dramatique qu'en Espagne ou au Portugal. Le problème, je pense, c'est que pendant des années, nous nous sommes fiés sur le grand allié américain. Finalement, c'est confortable, on est bien, on n'investit pas trop. De toute façon, en cas de pépin, l'Américain va venir nous aider. Déjà en 2014, il y a un type qui s'appelle Anthony Cordesman qui disait on a besoin de partenaires, pas de parasites. En anglais, ça sonne mieux, partners, not parasites. Et à cause de l'invasion de l'Est de l'Ukraine, je pense qu'il fallait se réveiller bien avant, mais ça, c'est pas vendeur. Et même tenir ce genre de discours, vous passez pour un faucon de dire il faut se préparer. Moi, tout ce que j'essaie de dire quand je viens à la télé, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, il y a plusieurs spécialistes en Europe qui disent, par exemple, nos voies de chemin de fer ne sont pas équipées, nous ne sommes pas préparés à déployer des charges lourdes rapidement. En 1989, ma dernière année dans l'armée canadienne, nous organisions des manœuvres à toutes les années impaires avec les États-Unis, Canada-États-Unis. RV 89, c'est Rendez-vous 89, ma brigade qui était près de Québec. Nous avons tout pris la brigade, les véhicules blindés, les chars, les obusiers, mis sur des trains, envoyés en Alberta, qui est très loin. Il y a 3 heures de différence d'heure au téléphone. Et nous nous sommes entraînés avec la garde nationale de la Géorgie pendant 1 mois complet. On dormait dans des tentes et tout. On ne fait plus ça maintenant, on ne le fait plus. Et en Europe, on aurait besoin d'être capable justement de faire ça, de prendre des véhicules en France et de les expédier rapidement en Pologne et dans les pays baltes. On n'a rien de... Et puis vous avez vu les attaques sur les chemins de fer en République tchèque. Ce sont des tests que les Russes font pour voir justement jusqu'où ils peuvent aller pour nous affaiblir. Regardez la déclaration, c'est ce à quoi vous y référence. Les routes, les ponts, les voies ferrées d'Europe ne sont pas adaptés au transport rapide de Quand chars. il avait fallu envoyer les Leclerc sur les ponts, en Roumanie au tout début de la guerre, en Ukraine, je crois que ça avait mis 2 mois. Ça avait été un cauchemar. Parce que les voies de chemin de fer n'allaient pas, il fallait des autorisations pays par pays. Ça avait été absolument un cauchemar. Mais justement, pour le fait de savoir si on est prêt ou non. Aujourd'hui, la Russie est en une économie de guerre. 40% du budget, c'est l'économie de guerre. 7% du PIB. Bon, nous, tous les Européens, on en est extrêmement loin. Ensuite, il y a un deuxième point. Donc là, il ne s'agit pas, évidemment, de dire on va se préparer à faire la guerre à la Russie, mais il s'agit de faire en sorte que l'on dissuade la Russie de nous faire la guerre. Le risque, ça varie. Alors, 2027, disent les Polonais, 2030, Boudanov, le général Thierry Burkhardt, en partant, c'était aussi 2030. On va regarder ses propos. D'ailleurs, si vous le voulez bien, il dit la Russie pourrait représenter une véritable menace pour l'Europe d'ici 5 ans en raison de son réarmement massif. Absolument. Et il y a ce réarmement massif. Ensuite, l'armée russe aujourd'hui, malgré la guerre en Ukraine, les 3 ans de guerre en Ukraine, malgré les pertes de matériel et d'hommes, elle est plus forte, plus moderne, plus performante, mieux organisée qu'elle ne l'était au début de la guerre.
C'est ce qu'expliquait très bien le général Cavalli, qui était le chef de l'OTAN. Comment ça c'est possible, juste pour expliquer? Ils ont appris. Le vieux matériel a été pulvérisé sur les champs de bataille. Le Financial Times, dans une enquête, montrait que tout ce qui était les derniers stocks de la Seconde Guerre mondiale qui avaient été utilisés au début, maintenant ça y est, ils ont été pulvérisés au front. Et voilà, donc ils ont du nouveau matériel, des soldats mieux encadrés, etc. Ensuite, la question par rapport à ça, c'est aussi les hommes. C'est-à-dire, l'Europe, elle commence à se mettre pour avoir le matériel, on en est encore loin. Il y a le problème des hommes. La principale menace russe, si on regarde les choses froidement, au-delà du nucléaire, ça a été de montrer que la Russie est capable de sacrifier au moins 200 000 hommes, des offensives absurdes, la chair à canon, etc. En Europe, qui, aujourd'hui, parmi les pays européens, l'Europe, l'ensemble de l'Union, plus la Grande-Bretagne, est beaucoup plus peuplée que la Russie. La Russie, c'est 140 millions en déclin démographique. L'Europe, c'est 540. En déclin démographique aussi. En déclin démographique aussi. Mais qui est capable aujourd'hui en Europe d'assumer le fait d'une guerre d'attrition qui détruit le matériel. Pendant, il y a encore un an, on mettait le nombre de canons César qu'on sortait chaque année était de 18. Donc en matériel, mais surtout en hommes. Et c'est ça, aujourd'hui, la vraie chose qui, aujourd'hui, nous impressionne et qui nous oblige, je terminerai là-dessus, par rapport, justement, à l'après-89, à repenser notre modèle de défense. Après la chute du mur, on avait fait une armée pour des interventions extérieures, assez légères, avec des grandes capacités de projection. Là, il s'agit de revenir à ce qui est une armée de masse pour un conflit conventionnel de haute intensité qui peut se dérouler en Europe. Alors, plusieurs choses. Je voudrais qu'on parle de la France et de l'Allemagne. La France qui augmente son budget défense, plus 3,5 milliards en 2026, plus 3 milliards en 2027, ce qui ferait que ce budget serait doublé en 10 ans. Mais regardez ce que dit François Cornu-Gentil dans les colonnes du Monde il y a quelques jours. Spécialiste des questions militaires. La France n'est pas prête face à la menace russe. La revue stratégique n'est pas convaincante sur notre capacité à être au niveau en cas de conflit de haute intensité, c'est-à-dire qu'on aligne plusieurs voix qui sont très dubitatives. Oui, parce que cette revue de stratégique, elle n'était pas complètement lunaire non plus. Elle développe 11 points de justement stratégique à coordonner et surtout à effectuer en même temps. Donc ça tend sur 11 points. Avec un point crucial, puisqu'on prend le parallèle avec ce qu'il se passe en Ukraine, c'est la question de la technologie, les nouvelles technologies, des domaines quantiques aussi, et à quel point ce qui va être clé dans qui va pouvoir, ne serait-ce que dissuader les Russes, qui va avoir l'avantage de technologie. C'est ça qui se passe aussi en Ukraine, notamment sur les drones. Il y a eu, comme on aime à dire, un tournant au printemps, c'est l'apparition, et ça, c'est vrai qu'en Ukraine, ça n'avait pas été anticipé, mais par tous les alliés aussi, c'est le bond technologique des drones russes, en fait. Et ça, c'était pas prévu. Ils sont beaucoup plus intelligents, ils frappent beaucoup plus, ils sont plus nombreux, mais surtout, ils sont plus intelligents. Et vous avez raison d'en parler, parce que Cornu-Gentil dit il faut qu'on monte en puissance sur les drones. Oui, mais ça passe aussi par l'ingénierie, mais il me semble que, alors, ce que j'ai lu, c'est 100 et quelques pages de la... Il en est question. Il est question de ces points technologie, d'innovation technologique, il est question de recherche. Mais en fait, il dit ça va dans le bon sens, mais en fait, c'est pas assez. Pas assez de moyens, pas assez de matériel. C'est toujours le même problème. Alors par ailleurs, il joue le rôle d'une Cassandre depuis assez longtemps. C'est ça. Mais en même temps, Cassandre avait raison. Et en même temps, Cassandre avait raison. Non, en fait, on n'en sait rien. En fait, mais évidemment qu'il y a débat parce qu'en fait, c'est un vertige tout ça. Donc personne ne peut affirmer à 100% être sûr que l'on fait assez, comme personne ne peut affirmer à 100% être sûr qu'on a, en tout cas, en matière de guerre de haute intensité sur le sol français. Ça, la revue nationale explique que ce n'est pas crédible. En revanche, que la Russie attaque, elle a déjà commencé, la Russie, à attaquer de différentes manières, y compris par des tentatives d'assassinat. Parce qu'il n'y a pas que l'espace cyber qui est en jeu. Il y a déjà des tentatives de déstabilisation et des déstabilisations létales organisées par la Russie sur le sol européen. Donc ça, ce sont des faits. Donc la réponse à cela, c'est comment on passe aussi
de la simple dissuasion à la dissuasion peut-être un peu plus coercitive aussi vis-à-vis de la Russie. En revanche, ce que tous les services de renseignement européens dignes de ce nom disent, c'est que la Russie, à minima, va tester en territoire de l'OTAN d'ici 2027-2021. Donc, le sujet, c'est comment on va s'organiser. Mais la question qui se pose aujourd'hui à tous les pays européens, c'est le rétablissement d'une manière ou d'une autre de la conscription. Alors, il y a des pays, d'ailleurs, qui ne l'ont jamais abandonné. À commencer par la Finlande. Ou qui sont revenus, comme la Suède. Et l'Estonie, qui est l'archétype d'une armée du peuple. C'est-à-dire, vous avez 5 millions d'habitants, 900 000 réservistes. Tout le monde fait son service militaire, et à partir du moment où vous avez beaucoup de gens qui font le service militaire, vous avez une masse potentielle pour la réserve énorme. Les Finlandais ont démontré, en 1940, ils ont mis en échec l'armée rouge, ils ont démontré leur capacité en matière d'armée du peuple et de défense du peuple. Et le service militaire revient dans certains pays européens. Revient dans certains pays. L'exemple type, c'est la Suède, qui l'avait aboli, comme nous, dans les années 2011, 2012, dans ces eaux-là, et qui le rétablit, alors, de façon assez maligne, qui fait un peu, c'est un peu le modèle pour tout le monde. C'est-à-dire, on ne va pas faire revenir une classe entière d'âge dans les casernes, c'est pas prêt, il n'y a plus le matériel, en France c'est caricatural, on a vendu nos casernes et tout. Mais l'idée, c'est de faire à toute une génération, à toute une classe d'âge, remplir des tests d'aptitude sur leur capacité. Et en fonction des besoins de l'armée, vous appelez globalement par an 10 000 personnes, 20 000, un peu plus, dont les compétences peuvent être utilisées, compétences en matière de drones, compétences en intelligence artificielle, compétences sur des choses très particulières. Ce modèle-là est celui qui va être repris par l'Allemagne, parce que l'Allemagne est déjà rentrée dans cette logique, et on en parle en France de plus en plus, et d'une manière ou d'une autre, on le fera. Mais c'est fondamental, parce que d'abord, ça donne cette masse qui manque aujourd'hui à une armée professionnelle, ça renforce encore un peu plus le lien entre l'armée et la nation. Donc ce sont des choses très importantes. Ensuite, la vraie question, peut-être on y reviendra après, c'est la culture de la guerre. Alors effectivement, on en parlera dans un instant. On va d'abord écouter ce qui se dit du côté de l'Allemagne. À l'avenir, le gouvernement fédéral allemand fournira toutes les ressources financières nécessaires à la Bundeswehr pour définir l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Cela est approprié pour le pays le plus peuplé et le plus puissant économiquement d'Europe. Nos amis et partenaires l'attendent également de nous. En fait, ils l'exigent pratiquement. Voilà, quelques chiffres à vous montrer. L'Allemagne va dépenser plus donc pour ses armées, avec un budget annuel qui va doubler pour atteindre 162 milliards d'euros d'ici 4 ans. Et il y a les moyens financiers et il y a aussi le matériel. L'Allemagne qui prépare une commande militaire, 20 avions de combat Eurofighter, 6500 véhicules blindés. Ronald. Ça, c'est rassurant. Les blindés 20 Eurofighter, ça ne dure pas longtemps sur le champ de bataille actuel, avec les missiles antiaériens qui existent. Ce qui est plus rassurant, c'est le nombre de véhicules blindés. Le problème, c'est pas que de l'argent et du matériel, c'est la volonté de se défendre. La dissuasion repose sur des capacités, mais aussi sur une volonté d'utiliser ces capacités pour se battre. Si vous avez des sondages, comme on le voit en Europe, en Italie, par exemple, 78% des répondants, c'est juste un sondage, disent « Moi, je ne suis pas prêt à défendre l'Italie, même si elle est directement attaquée. » C'est très mauvais signe. Donc là, vous parlez des opinions, des populations. Et en Allemagne, ce courant pacifiste est très fort. On le voit avec l'AfD, l'extrême droite, qui est ouvertement pro-russe et pacifiste. Mais au sein de l'extrême gauche, pareil. Au sein même du SPD aussi. Et ce qui est compliqué en Allemagne, c'est que, d'une certaine façon, on a réussi, l'Allemagne de 1945. On a fait un État fédéral, démocratique, modèle, qui n'a absolument plus la culture de la guerre. Le ministère de la Défense allemand, ça vaut la peine d'être visité. C'est au croisement entre la rue Stauffenberg, qui était le complot contre Hitler, et Hiroshima, tout est dit, avec une crypte qui rappelle, quand même, il y a eu beaucoup de soldats allemands morts en opération de maintien de la paix. Mais dans cette inscription, vous n'avez pas une seule fois le mot Allemagne, le mot patrie. Elles sont mortes pour les libertés, les droits de l'homme, etc., etc. Donc c'est toute une culture de l'Allemagne. Il s'agit de retrouver, ou de trouver, parce qu'elle ne l'a jamais vraiment eu, une culture qui soit à la fois de l'armée et de la démocratie, en fusionnant les deux. Comment on fait ça, Aline peut-être, ou Marc, comment on fait ça? Comment on remet cette culture de la guerre au sein d'une population? Alors, vous avez 2 heures. Parce que en tout cas, ce qui se passe... Esprit défense, disent les militaires français.
Oui, où l'Allemagne est considérée jusque-là comme une armée pleine de modestie. Voilà, et parce qu'il y a eu une rupture historique qui est en train d'être opérée face à cette modestie, qui a aussi des racines très logiques. Enfin, je veux dire, c'est l'appareil militaire allemand a été à juste titre neutralisé, démantelé. C'était une condition des Alliés, d'ailleurs, de démanteler la Wehrmacht. D'ailleurs, depuis 1955, on a désormais la Bundeswehr, donc c'est autre chose. Donc c'est une armée qui a été surveillée comme le lait sur le feu, entre autres procès de Nuremberg et autres dénazifications de la société. Donc il y a quelque chose. Juste après, c'était la raison d'être de l'OTAN. L'OTAN, c'était maintenir les Russes en dehors, les Américains dedans et l'Allemagne en dessous. Donc il y a une histoire tout à fait extrêmement particulière en Allemagne. Là, ça résonne aussi avec leur propre histoire, c'est qu'ils savent aussi un petit peu ce que c'est que d'être occupés par les Russes. Donc il y a quelque chose, il y a une rupture historique qui se passe, en tout cas dans les mots politiques portés depuis 2023. C'est comment, parce que c'est dit clairement par Merz depuis quelques semaines, c'est il veut refaire la plus grande armée du monde. Donc oui, c'est un vertige. D'Europe. Ce qui est déjà pas mal en termes de révolution copernicienne en Allemagne. Donc il y a déjà, pour répondre plus précisément à la question, quelque chose d'éminemment politique et de pédagogique, parce que, si je puis me permettre, ce n'est pas, de la légèreté. Il y a une vraie menace en ce moment en Europe. Si on me demande, moi, je pense que l'enjeu sécuritaire absolu, c'est de battre le Kremlin. Tant que le Kremlin sera en l'état, continuera sa guerre d'extermination de l'Ukraine, personne n'est en sécurité sur ce territoire. Donc, l'urgence absolue serait d'aider l'Ukraine à gagner. Donc, ça passe aussi par ce type de discours de politique interne. Oui, il y a une urgence à ce que chaque armée sur le continent européen reprenne du poil de la bête. Et en Allemagne, il y a quelque chose d'encore peut-être plus vertigineux qu'ailleurs sur le continent, parce qu'il y a eu cette histoire particulière de démantèlement à juste titre, de cette armée qui était, entre 1939 et 1945, l'armée nazie qui a exterminé les Juifs d'Europe. Ronald. On ne reconstruit pas une volonté de défense comme ça en l'espace de 6 mois. Hein. Mais vous voulez dire quoi par ça? C'est que les Allemands sont trop optimistes ou Non, je pense qu'ils sont antimilitaristes pour les raisons que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de culpabilité de ce qui s'est passé. Il y a un profond pacifisme. Aussi, mais qui date, je pense... Qu'à la fin, dans les années 80, au moment où il y a eu la question des euromissiles, en Allemagne, il y avait des centaines de milliers de personnes qui manifestaient contre les euromissiles. Parce que les Pershing étaient chez eux. Les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Et puis il y avait... Donc il y a ce mouvement qui est très fort. Réellement, il y a eu toute une génération qui a été éduquée, plusieurs générations, dans l'idée que la guerre est la pire des choses, ce qui est vrai. Mais la conséquence de ça, c'est que même s'ils avaient à l'époque de la guerre froide une grosse armée, c'est une armée qui, à la différence de l'armée française, n'a jamais eu la tradition des interventions extérieures. Oui. Mais juste un détail, rapidement. Oui. Pourquoi ils étaient pacifistes? Je veux dire, les Français déploient les missiles Pluton à partir de 1974, portée de 120 km. Ils sont du côté français de la frontière. Ils tiraient sur l'Allemagne de l'Ouest si les Russes arrivaient, si les Soviétiques arrivaient. Ça facilite un petit peu le développement du pacifisme. Ils avaient, après, pour les euromissiles, ils avaient 108 missiles Pershing sur leur territoire, plus des missiles de croisière Tomahawk basés à terre. Donc, c'est certain que l'Allemagne, les deux Allemagnes, auraient été vaporisées s'il y avait eu la guerre. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le mouvement pacifiste était aussi fort pendant la guerre froide. Aline. Mouvement, oui, il y a quelque chose de très particulier dans la société, mais de rappeler que quand même, l'Allemagne est un énorme producteur d'armes. Absolument. Là, c'est une industrie assez colossale. C'est d'ailleurs un des dans les premiers soutiens de l'Ukraine français est allemand aujourd'hui. Donc voilà, donc ce n'est pas non plus, on part pas d'une table, d'une feuille complètement blanche sur le sujet en ce moment en Allemagne, parce que d'un point de vue strictement économique, et ça circule dans la société, l'industrie d'armement allemand, c'est aussi lié à une forme d'essor économique, de croissance économique. Donc il n'y a quand même pas trop de tabou là-dessus. Le matériel ne suffit pas, parce que les expériences, quand l'Allemagne nous a aidés dans l'opération Barkhane avec quelques soldats, c'était un cauchemar. C'est-à-dire que il fallait un vote du Bundestag pour déployer un hélicoptère. En Afghanistan, ils avaient besoin d'une ambulance avec eux en montagne. C'était pas possible. Non, mais donc, voilà. Donc, effectivement, le problème, c'est qu'en Europe, aujourd'hui,
il n'y a que 2 pays dans l'Europe au sens large, il y a le Royaume-Uni et la France, qui ont conservé une culture de l'intervention, une certaine culture de la guerre, non pas par goût, mais en cas de nécessité et de manière à faire face. Mais ça fait peu, parce que les Français et les Britanniques ensemble, aujourd'hui, en termes de force opérationnelle, quand on parle, par exemple, de déployer une force en Ukraine, après le cessez-le-feu, c'est 50 000 hommes, on n'arrivera pas à plus. 400 chars maximum, 200 de chaque côté. On va regarder une autre déclaration du côté de l'Allemagne. Nous devrions débattre d'un parapluie européen indépendant, parapluie nucléaire. Et cela ne fonctionnera qu'avec un leadership allemand. Si vous ne parvenez pas à fournir une dissuasion nucléaire, vous devenez un pion dans la politique mondiale. Ça vous fait rire, Marc ? Oui, parce que c'est quand même un des sujets les plus sensibles. Alors, il faut quand même rappeler, pour couper court aux polémiques artificielles, que déjà à l'époque du général de Gaulle, donc au tout début de la dissuasion française, il était évident que la France ne pouvait pas, au niveau de ses intérêts vitaux, ce qui justifie l'attaque aux intérêts vitaux, l'utilisation de l'arme nucléaire, ne pas considérer comme ses intérêts vitaux le sort de la Belgique ou de l'Allemagne. Et depuis, tous les présidents ont, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à Emmanuel Macron, encore plus ferme dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, rappelé que la dissuasion française avait aussi vocation à concerner toute l'Europe. Mais, alors les Polonais sont très pour, etc. Mais avec un mais, c'est que la décision, à la fin, elle reste française. C'est-à-dire que la dissuasion ne marche que si vous êtes capable d'une capacité technique et d'une capacité d'une crédibilité dans le fait de l'emploi de cette arme. Et ça veut dire que le seul qui peut le faire de façon rapide, immédiate, en cas d'attaque, c'est effectivement le chef de l'État. Il a la main sur le bouton nucléaire. Alors ce qui est intéressant, je terminerai là-dessus, c'est que quand il y a eu la rencontre avec Keir Starmer et Emmanuel Macron, il y avait cette idée de coopération sur ce que pourrait être l'idée de menace extrême, donc il puisse y avoir une réaction commune nucléaire de la France et du Royaume-Uni. Mais ça veut dire que le Premier ministre britannique est le seul à décider de son côté, qui s'entretient au téléphone avec Macron pour décider d'une réponse commune. Mais on ne peut pas diluer la décision d'emploi du nucléaire sans arriver à une situation totalement contre-productive. L'idée a été évoquée dans la revue International Security en 1985. Un Américain proposait justement soit le développement d'une bombe nucléaire ouest-allemande, ou mieux, plus simplement, de demander à la France d'assurer la protection nucléaire de tout l'OTAN, y compris l'Allemagne. Et en 90, John Mearsheimer, que certains ici connaissent peut-être, qui est un réaliste offensif, en 1990, écrit un article qui s'appelle « Back to the Future », dans lequel il dit, pour s'assurer de la stabilité du continent européen, connaissant le 19e siècle et l'instabilité, il faudrait permettre à l'Allemagne réunifiée de se doter de l'arme nucléaire. Donc c'est un tabou qui a quand même été secoué à quelques reprises, déjà dans les années 80 et 90. Autant qu'il m'en souvienne, dans le traité de paix qui n'a été signé qu'en 1990, donc bien après la Seconde Guerre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il est spécifié que l'Allemagne n'a pas d'arme nucléaire à elle. Mais lui, Mearsheimer, c'est un politologue, il a le droit d'avancer des idées. Absolument, les armes nucléaires sont sous double clé américaine et allemande. Alors, je voudrais qu'on regarde des images qui nous sont parvenues aujourd'hui d'Estonie. L'Estonie qui renforce la sécurité des frontières avec la Russie en installant des barrières et des barricades sur le pont de Narva, donc pour renforcer la sécurité dans ce contexte de tension croissante avec la Russie. Barrières métalliques, barrières rétractables, donc voilà, au poste frontières permettant un blocage complet en fait de la circulation des véhicules si c'était nécessaire. Blocage. Et puis en plus ils ont quitté le traité sur l'interdiction des mines antipersonnelles, eux comme les autres pays baltes d'ailleurs. La Finlande.